Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 12e WebTech organisé par le Pôle Européen Céramique. Alors je me présente rapidement, je suis Florent Beger, chargé de mission au Pôle Européen Céramique à ça de l'Occitanie et je vais vous introduire ce WebTech. Juste quelques mots concernant le Pôle Européen Céramique. Donc nous sommes un pôle de compétitivité regroupant 140 adhérents répartis dans 7 pays. Et en fait, durant toute cette période, donc c'est-à-dire avril et début mai, nous avons décidé de mettre en place des webtech qui sont des courtes conférences qui sont animées par nos adhérents pour faire connaître en fait leur savoir-faire et leur technologie. Ces webtech répondent directement aux domaines d'activité stratégiques du pôle, que sont luxe et création, transport et énergie, santé, environnement et habitat. Vous l'aurez compris aujourd'hui, on va parler autour de la santé, électronique et photonique, mais également nos domaines d'activité dits transverses, que sont l'usine du futur et les traitements de surface. Je vous disais juste avant qu'il y a de nombreux webtech qui sont organisés. Là, vous avez quelques webtech qui sont organisés dans les jours à venir, en sachant que nous en avons également organisé sur début mai, sur le volontariat de nos adhérents. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet, comme vous pouvez le voir un petit peu plus haut, pour voir un peu les nouveautés, le programme et vous inscrire. J'en profite également pour dire quelques mots concernant Ceramic Network. Ceramic Network, c'est la convention du pôle européen de la céramique qu'on organise tous les 3 ans. Cette année, elle se tiendra le 4 et 5 novembre à Limoges. Alors, c'est une convention d'affaires, mais en parallèle, vous avez des visites, vous avez des conférences. Et pour toute information, je vous invite à aller voir notre site internet, donc ceramic-network.fr, ou à contacter n'importe quelle personne de l'équipe du pôle, que ce soit moi, Florine, Mathilde, pour répondre à toutes vos questions. Avant de commencer ce webinaire, quelques consignes pour que ça se passe au mieux. Tout d'abord, je vous invite à tous couper votre micro. Alors, je vois que c'est fait pour la plupart d'entre vous, afin de fluidifier au maximum les échanges, mais également les caméras pour limiter l'occupation de la bande passante. Pour tout ce qui est des questions, ce que je vous propose aujourd'hui, pour que ce soit le plus simple possible, c'est de poser toutes vos questions via le chat, donc le petit onglet, soit en privé à moi-même, soit directement sur le chat public. Et à la fin de la présentation de Christophe, je lirai les questions afin qu'il puisse y répondre au fur et à mesure. Ça évitera qu'on se coupe la parole, ça permettra d'avoir la plus grande fluidité dans nos échanges. J'en profite également pour préciser que Christophe, à la suite de ce webtech, vous enverra sa présentation. Donc pas de panique si vous avez plein de choses à noter, vous aurez pas mal d'éléments qui vous seront transmis. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la main donc à Christophe Drouet du CIRIMAT, virtuellement de l'Institut Carnot chez Ballard CIRIMAT, qui va vous parler des céramiques pour la santé. Je vais lui laisser la main pour qu'il puisse introduire tout ça. Très bien, mais merci pour l'introduction, Florent. Merci à tous d'être présents à ce webinaire. Donc, je remercie d'abord le Pôle européen de la céramique de m'avoir proposé cette opportunité de partager avec vous certaines informations concernant donc les céramiques pour la santé que l'on développe au laboratoire et également par le biais d'un certain nombre de collaborations comme vous allez le voir. Donc, merci à tous d'être présents. Alors, les slides seront, à part la première, écrites en anglais, ce qui permet, voilà, éventuellement aux moins francophones de pouvoir également suivre ce qui se dit. Et par ailleurs, donc les slides pourront être effectivement mis à disposition, ce qui permet d'éviter d'avoir à prendre éventuellement trop de notes. Donc, la thématique que je voulais présenter aujourd'hui, céramique pour la santé, a trait plus spécifiquement au phosphate de calcium bioinspiré pour des applications en réparation osseuse et en nanomédecine. Donc, c'est une activité que l'on développe au sein de notre équipe. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que je ne suis pas spécialiste de tout et que par contre, c'est largement un travail d'équipe que je vais présenter aujourd'hui. Et lorsqu'il y a eu des collaborations externes, elles seront mentionnées évidemment dans chaque slide. Donc, c'est une présentation voilà, de l'équipe PPB, Phosphate Pharmacotechnie Biomatériaux du CIRIMAT. Autre information, donc le CIRIMAT qui est l'UMR CNRS 5085 à Toulouse fait partie intégrante également de l'Institut Carnot Chimie Ballard CIRIMAT
Et donc, c'est également à ce titre que cette présentation est réalisée. Alors, donc céramique pour la santé, des phosphates de calcium bioinspirés. Premier élément, en quoi ces céramiques, ces phosphates de calcium sont-ils bioinspirés? Alors, il faut savoir que les phosphates de calcium sont parmi les biominéraux les plus communément rencontrés dans les organismes vivants. Il peut s'agir de minéralisation, de biominéralisation qui sont extracellulaires, c'est celles peut-être auxquelles on pense le plus, donc notre squelette, les os, les dents. On en rencontre également sous forme de minéralisation intracellulaire, d'extension, de vésicules extracellulaires. Et un autre élément à prendre en considération est le fait que ces calcifications peuvent être normales, donc les os, les dents. J'ai rajouté ici également le bois de cervidés, les défenses d'éléphants, même les écailles de poissons sont minéralisées. Mais il peut s'agir également de minéralisation, de calcifications qui sont pathologiques. Et on a entendu parler, vous avez probablement entendu parler de calcification de vaisseaux sanguins, de la paroi d'artère, de tendons. Et vous avez ici, par exemple, l'exemple de la calcification du tendon d'Achille. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus là-dessus. Un autre élément de ma présentation va être que je vais donner un certain nombre de références récentes sur des publications diverses que vous pouvez trouver qui pourront donner plus d'informations. Donc là, sur en l'occurrence les minéralisations et biominéralisations. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que au niveau de notre squelette, 70% en masse du tissu osseux est représenté par un phosphate de calcium, donc une partie minérale. Et ce phosphate de calcium, il dérive de l'hydroxyapatite stoichiométrique. Donc c'est un hydroxyphosphate de calcium partiellement substitué. Donc voilà, au niveau de nos os, nous avons en fait affaire à des phosphates de calcium qui précipitent sous la forme d'une apatite. Cette structure-là, c'est la structure apatitique. Et donc on a des apatites nanocristallines, ce sont des nanocristaux qui viennent minéraliser des fibrilles de collagène, elles-mêmes organisées en fibres, pour donner donc l'os global. Autre élément, donc je viens de parler d'apatite nanocristalline, donc cet aspect de nanomatériaux au sein de notre squelette. Et là, je vais m'appesantir un petit peu sur ces aspects parce que c'est assez important pour un petit peu la suite de la présentation. L'idée, c'est que les apatites nanocristallines, on les trouve au niveau du minéral osseux, donc de l'apatite osseuse, également de la dentine, c'est-à-dire en dessous de l'émail dentaire. L'émail dentaire lui-même étant constitué plus spécifiquement d'une hydroxyapatite plus proche de la stoichiométrie et plutôt microcristalline que nano. On retrouve aussi ces apatites nanocristallines dans des analogues biomimétiques de synthèse, dont je vais parler évidemment par la suite. Ce qui est important, c'est de noter qu'il y a de grandes différences de structure, même de composition, entre ces apatites nanocristallines et l'hydroxyapatite stoichiométrique que j'ai mentionné précédemment, CA10, PO4,6, OH2. Et donc, je vais lister un petit peu ces différences qui permettent d'expliquer un petit peu ensuite les différences de réactivité et de potentiel biomédical pour ces systèmes. Donc tout d'abord, elles ont, ces apatites, une taille nanométrique. Elles sont constituées de nanocristaux, donc comme on peut le voir ici. Et ceci génère donc évidemment une grande surface de contact pour tous les échanges qu'il peut y avoir avec les fluides biologiques ou les fluides de synthèse. Par ailleurs, ces composés sont non stoichiométriques. Ils sont sous-stoichiométriques par déficience d'ion calcium, déficience d'ion hydroxyde. Et on a également une partie des ions phosphates qui sont substitués par des carbonates, voire même une protonation de certains ions PO4,3- en HPO4,2-. Et ceci confère une certaine métastabilité à ces systèmes. On a une plus basse cohésion tridimensionnelle pour ces apatites sous-stoichiométriques que pour une hydroxyapatite stoichiométrique. Alors, juste pour en dire un peu plus là-dessus, donc nous avons mené avec le groupe d'Alexandra Navrotsky à UC Davis une étude permettant de mesurer par calorimétrie de chute
l'enthalpie de formation standard en fait de différentes apatites diversement maturées, donc plus ou moins proches de la stoichiométrie, et de pouvoir remonter à l'énergie de Gibbs, donc à la stabilité finalement thermodynamique de ces composés. Et on voit qu'on est de plus en plus négatif, de plus en plus stable lorsque le temps de maturation augmente et en fait lorsqu'on se rapproche de la stoichiométrie. Alors sachant que à température ambiante ou à 37 degrés, on n'arrivera jamais au niveau osseux à l'hydroxyapatite stoichiométrique que vous voyez ici en bas. Mais ceci permet de montrer qu'il existe une force thermodynamique, une driving force, pour faire évoluer ces nanocristaux d'apatite faiblement cristallisés et très loin de la stoichiométrie, plus proche de la stoichiométrie, avec un plus grand état de cristallinité, tant qu'on est en solution. C'est le phénomène de maturation dont je parlerai plus tard. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Dans le cadre de l'émail dentaire, il est important d'avoir une apatite qui va résister aux attaques acides et donc d'avoir finalement une apatite qui est très proche de la stoichiométrie, de l'hydroxyapatite. Et on voit ici donc un diagramme de stabilité. On a affaire à un composé qui, lorsqu'il est stoichiométrique, est très stable thermodynamiquement, qui a une très faible solubilité, même en milieu acide. En effet, nous avons un maximum de cohésion tridimensionnelle par la somme de ces forces électrostatiques entre les anions et les cations, générant donc une forte cohésion. Ceci est nécessaire dans le cadre de l'émail dentaire, puisqu'on souhaite avoir une très forte résistance, par exemple, aux attaques acides. Alors, on peut signaler que dans le cas, par exemple, de l'émail du requin, on a même affaire essentiellement à de la fluorapatite qui est encore plus stable, comme vous voyez dans ce tableau-là, que l'hydroxyapatite, encore plus stable. Au contraire, dans le domaine osseux, on a besoin d'avoir un remodelage osseux tout au long de la vie de l'individu. Et donc, une nécessité d'avoir une résorption qui est générée par les cellules ostéoclastiques, comme cela, et qui mettent en jeu un pH très acide, avec donc des canaux à protons, des canaux à ions chlorure, donc elles génèrent des vacuosités avec donc une forte acidité. Et donc, il est nécessaire qu'avec cette acidité, on puisse remodeler aisément le minéral osseux. Et donc, c'est intéressant pour l'os d'être sous-stoichiométrique parce que du coup, on va avoir une cohésion tridimensionnelle beaucoup plus faible, enfin en tout cas plus faible que dans le cadre de l'hydroxyapatite stoichiométrique. Et donc, ça va être plus facile à solubiliser en milieu acide et donc permettre ce remodelage osseux. Donc ça, c'est assez important à garder en tête. Par ailleurs, une autre spécificité par rapport à l'hydroxyapatite bien cristallisée à haute température, c'est le fait que souvent, les cristaux d'apatite osseuse ou d'analogues biomimétiques de synthèse se présentent sous la forme de plaquettes, de nanoplaquettes, et ceci facilite probablement également des réactions de surface. Et après, on va dire last but not least, très important, il faut noter que la surface de ces nanocristaux est recouverte d'une couche ionique, phosphocalcique, hydraté, mais non apatitique. C'est-à-dire que ces ions occupent des positions tridimensionnelles qui ne sont pas celles occupées dans le cadre de l'hydroxyapatite stoichiométrique. Donc voilà, on a aussi des molécules d'eau. Et ceci confère évidemment une réactivité à l'apatite osseuse, mais aussi aux analogues de synthèse, très intéressante et très importante. Donc, on peut modéliser un petit peu ceci sous la façon suivante. Si on considère une étape de formation de nanocristaux apatitiques, alors ça peut être dans le domaine biologique, dans les fluides biologiques, la minéralisation des fibrilles de collagène. Ça peut être aussi, évidemment, dans un cas de synthèse, lorsqu'on essaie de synthétiser des apatites biomimétiques. Et donc, en fait, il ne faut pas considérer que l'on a une interface très nette entre la surface du cristal et le solide, et la solution, pardon. Alors, ceci est le cas dans bon nombre de systèmes, mais ici, encore plus. Parce qu'en fait, ce processus de formation d'une apatite est un processus très lent, assez lent, et notamment au pH neutre, c'est un hydroxyde. Au pH neutre, on ne facilite pas forcément la précipitation d'une apatite. Et par ailleurs, à des températures
biologiques, 37 degrés, ou de synthèse qui peuvent aller descendre jusqu'à la température ambiante ou même un peu plus bas. Donc on a un processus qui est assez lent. Et pour organiser tous ces ions dans l'espace, ça prend du temps dans ces conditions. Ce qui fait qu'on a en fait tout un domaine interfacial et non pas une interface très nette entre la surface des cristaux et la solution. Alors ceci, on a pu, nous et également d'autres groupes, le mettre en évidence et mettre en évidence le fait qu'il s'agissait d'une couche relativement épaisse. L'ordre de grandeur, c'est le nanomètre ou quelques nanomètres. Une étude a été réalisée par le groupe de Jaeger qui a estimé dans le cadre d'une apatite nanocristalline d'état de maturation moyenne un ordre de grandeur de 1 nanomètre pour cette épaisseur. Et récemment, nous avons, dans le cadre d'une interaction avec des collègues de Paris, pu montrer qu'il était également que c'était également la même situation dans l'os frais. Et là, c'était un os frais de brebis de 2 ans d'âge, ce qui a été reporté ici. Donc, ceci pour dire que l'on a un domaine de surface qui est en contact évidemment avec la solution qui contient des ions, mais que ce domaine de surface est également hydraté, ce que l'on peut mettre en évidence par là aussi des techniques de spectroscopie vibrationnelle, des suivis de séchage progressif au cours du temps ou encore de la RMN du solide. Et de nouveau ici, des données de RMN du solide. Par ailleurs, donc, il ne s'agit pas simplement d'une simple couche d'hydratation. On a également des ions qui composent cette couche ionique, donc hydratée, ce domaine hydraté. Et ceci, la présence de ces ions, génère des signatures, notamment spectroscopiques, additionnelles, donc celles que vous voyez en couleur ici, qui ne sont pas présentes dans le cas d'hydroxyapatite stoichiométrique où vous n'avez que les composantes centrales. Ici, au contraire, alors que ce soit dans l'os ou dans les analogues biomimétiques de synthèse, on voit des signatures spectroscopiques additionnelles qui sont vraiment spécifiques de cette couche ionique hydratée de surface, qui a donc un certain degré de structuration. Donc, en fait, si on regarde en détail, on a des phénomènes assez complexes qui se passent à l'interface avec la solution et puis entre le cœur du nanocristal et sa couche hydratée de surface. Donc, on a un système assez complexe qu'on ne rencontre pas dans le cadre de l'hydroxyapatite bien cristallisée. Et donc, lorsqu'on va sécher ces systèmes, on va arrêter finalement la situation à un domaine donné. Donc, on est totalement hors équilibre. On a une métastabilité que je mentionnais précédemment. Et le fait de sécher permet de s'arrêter à un temps T dans le parcours de maturation de ces cristaux. Si on laisse le système en milieu humide, il va évoluer dans le temps et le cœur apatitique va grossir au détriment de cette couche non apatitique de surface. Et on peut se douter que du coup, ça va permettre de moduler, de contrôler la réactivité de surface. Alors ceci, le rôle de l'eau dans ces apatites a été récemment publié dans cet article. Alors maintenant, il est intéressant de pouvoir synthétiser des apatites biomimétiques, comme je le disais. Et donc, c'est ce que nous faisons au laboratoire. Et ceci nous permet d'obtenir des analogues de synthèse qui présentent la même composition chimique, structure, microstructure, morphologie, réactivité de surface que l'apatite osseuse. Alors, on peut voir sur ce diagramme, cette évolution du diagramme des rayons X, qu'on peut moduler l'état de cristallinité, la taille moyenne des particules, également le rapport calcium-sur-phosphore, donc le degré de sous-stoichiométrie, la présence de cette couche hydratée en surface, et donc finalement la bioactivité de ces systèmes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, un petit peu comme dans l'os, nous avons 70% en masse qui est constituée d'une partie minérale, qui est une apatite non stoichiométrique. Et cette apatite non stoichiométrique, il est possible de la caractériser et d'en faire des analogues de synthèse. Et ce qui est important à garder en tête, c'est cette présence de l'eau et de cette couche très réactive en surface. Récemment, nous avons écrit dans l'équipe une petite review dans Technique de l'ingénieur qui permet de mettre en avant un petit peu tout cela.
Et donc, le fait d'avoir cette couche hydratée en surface permet d'avoir une forte mobilité des ions en surface. Également, une forte capacité d'absorption de molécules, biomolécules, drogues diverses et variées à la surface. Donc, une réactivité de surface très importante qui n'est pas rencontrée dans le cadre de système d'hydroxyapatite obtenu à haute température. Et c'est ce que nous essayons d'explorer notamment dans l'équipe. Donc, finalement, pour résumer à ce stade, des apatites nanocristallines qui sont intrinsèquement biocompatibles puisque très proches du minéral osseux, qui présentent une forte réactivité de surface, mais qui sont métastables. Et cette métastabilité, il faut pouvoir un peu la maîtriser. Donc, comment exploiter les caractéristiques intéressantes de ces composés métastables, hydratés, nanocristallins, pour obtenir des vrais biomatériaux, entre guillemets. Eh bien, l'idée, c'est évidemment de conserver le caractère nano, de conserver le caractère hydraté, cette métastabilité, et donc d'utiliser des méthodologies de chimie douce, donc on va dire des soft processes, en tout cas à basse température, pour limiter l'altération des cristaux. Alors, une approche, c'est l'approche des ciments, notamment de ciments phosphocalciques injectables, qui peuvent être rendus antimicrobiens ou autres. Et c'est une approche que développe notamment Christelle Combe dans l'équipe, que je ne vais pas avoir le temps de développer aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler un peu plus spécifiquement d'approche cold sintering, donc en l'occurrence par flash SPS à basse température pour des céramistes, et également de l'approche de cold spray qui a été développée récemment au laboratoire en collaboration. Alors, pour ce qui est de la consolidation, parce que c'est bien d'avoir des nanocristaux, mais c'est encore mieux si on peut en faire des vrais matériaux, des biomatériaux. Et donc, nous avons exploré depuis le début des années 2000 la possibilité de friter, de consolider par SPS à basse température. Donc, vous allez le voir typiquement en dessous, enfin inférieur ou égal à 150 degrés, ces apatites. Alors, quelques éléments ici que vous retrouverez sur les slides qui seront partagés, mais voilà, on a affaire à des systèmes qui sont nanocristallins, hydratés, forte réactivité de surface, métastabilité. On ne peut plus utiliser des méthodologies très haute température et fritées à 1000 degrés. On est obligé de limiter les conditions de température pour pouvoir garder les nanocristaux et leur réactivité de surface. C'est donc ce que nous avons réussi à faire. Typiquement, ici, l'exemple concerne la consolidation par SPS à 150 degrés avec un temps de palier de 13 minutes sous 100 mégapascales de pression mécanique appliquée. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a assez peu finalement. Donc ici, en rouge, vous avez l'hydroxyapatite Stechio consolidé, frité à 1000 degrés. Contrairement à cela, nous avons ici la poudre d'apatite nanocristalline initiale et après consolidation. Et ce que l'on voit, c'est que l'on peut conserver ce faible taux de cristallinité et cet état nanométrique des cristaux. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est leur force, puisqu'il y a ce caractère de biomimétisme sans présence de phase secondaire. Nous avons également montré que la perte de température se faisait de façon significative qu'au-delà de typiquement 150 degrés dans ces conditions, ce qui nous permettait en deçà de conserver cette couche de surface. Donc le phénomène de consolidation est visible ici. On a évidemment pu étudier l'impact de la température ou de la pression mécanique appliquée. Alors comment ça marche? Il faut se rappeler que ces ions qui sont en surface de ces nanocristaux, ils sont fortement mobiles. Cette mobilité, on a pu la mettre en évidence par différentes approches. Et donc, lorsque on commence à y presser dessus avec une petite élévation de température, on a des phénomènes de diffusion qui sont très probablement facilités. Et donc, on peut avoir une diffusion ionique à des températures beaucoup plus basses que les conditions habituellement requises de très haute température pour avoir une diffusion thermiquement activée. Donc, on pense qu'on a des possibilités de mise en contact de couches hydratées adjacentes pour pouvoir avoir une vraie consolidation sans avoir à activiter thermiquement cette diffusion. Alors, juste pour information, nous avons également associé des polymères, en l'occurrence des fibres, des particules de cellulose microcristalline,
Ceci a été développé en particulier par Fabien Brouillet dans l'équipe pour pouvoir moduler les propriétés mécaniques de ces systèmes consolidés à basse température par SPS, d'apatite et donc associés avec des biopolymères. Et, sans rentrer dans les détails, vous avez ici une étude qui permet de démontrer la faisabilité, qui a été réalisée en lien avec l'ICGM, notamment avec Daniel Laurencin sur les explorations à RMN du solide, et qui permettent de montrer d'une part que les caractères intrinsèques de l'apatite biomimétique ou de la cellulose ont été préservés et que les propriétés mécaniques pouvaient être améliorées. Nous avons également, en collaboration avec l'IRSER de Limoges, montré qu'il était possible de consolider des apatites carbonatées, d'obtenir des apatites nanocristallines carbonatées, qui ont l'intérêt d'être encore plus résorbables que les apatites non carbonatées. Et ceci a été l'objet notamment de la thèse de Camille Ortali. Et plus récemment, nous nous sommes également intéressés avec l'équipe de Roberto Oru en Italie à la possibilité d'avoir des systèmes encore plus résorbables, donc à base d'un précurseur de l'apatite osseuse, typiquement des phosphates de calcium amorphes. Et nous avons démontré qu'il était possible de conserver après frittage SPS l'amorphe amorphe, ce qui était a priori la première fois sur ces systèmes. Donc, ça ouvre des perspectives pour moduler la résorbabilité du tout. Donc, en conclusion intermédiaire, ce cold sintering, cette approche basse température de consolidation d'SPS qui utilise la présence intrinsèque de molécules d'eau au sein de nos apatites, permettent in fine d'avoir des apatites qui sont cohésives et de conserver leur caractère métastable, leur réactivité de surface. Quelques mots sur l'approche cold spray. Dans certains cas, nous avons, par exemple, dans le domaine de l'orthopédie ou dans le domaine du dentaire, il peut être intéressant d'avoir un dépôt phosphocalcique pour améliorer l'ostéo-intégration des implants, sur des implants qui sont eux-mêmes à base métallique, par exemple. Et donc, il peut être intéressant de développer des approches de dépôt, mais ici, la projection plasma qui est utilisée à l'heure actuelle commercialement pour l'hydroxyapatite, mais qui génère un certain nombre de dégradations des phases a posteriori, car très haute température, ne peut pas être appliquée à des apatites nanocristallines hydratées. Et donc ici, l'idée, en collaboration avec le CPT de Barcelone, était de développer une approche de cold spray, où ici, les particules ne subissent pas de fusion, elles sont simplement projetées grâce à un jet supersonique gazeux, en l'occurrence de l'air. Elles subissent une déformation plastique lorsqu'elles atteignent le substrat et adhèrent et permettent de générer un dépôt. Alors voici un certain nombre des paramètres clés qui ont été étudiés. Ceci a été développé en particulier dans le cadre de la thèse d'Emmanuel Kergourlet, encadré par David Grossin et Ghislaine Bertrand, donc dans notre équipe. Et nous pouvons montrer que, eh bien, il est possible d'obtenir des dépôts recouvrant et adhérents en surface de ces substrats. Nous avons également montré qu'il était possible, c'est cette micrographie ici, d'utiliser cette approche pour améliorer la bioactivité de prothèses préalablement revêtues par projection plasma classique. Et donc, ce que l'on montre, c'est que l'on garde là aussi les paramètres nanocristallins utiles pour ces apatites. Donc, ceci ouvre des perspectives dans le domaine biomédical, notamment en lien avec la réparation osseuse, on s'en doute, pour essayer d'utiliser cette réactivité de surface pour augmenter l'ostéo-intégration des implants, aller peut-être vers une prévention, un traitement d'infection post-opératoire, voire conférer un caractère ostéo-inducteur sous différentes formes. Un exemple en orthopédie a été celui-ci, mené en collaboration avec l'entreprise Technimed. Donc, l'idée était d'augmenter la bioactivité de céramique biphasique HA-bêta-TCP par le biais d'un dépôt d'apatite nanocristalline. Nous avons montré que ceci était possible et qu'on pouvait également associer des facteurs de croissance, d'ailleurs dans une quantité approximativement multipliée par 2, et avons montré le caractère ostéo-inducteur de ces systèmes
même dans le cas où le dépôt phosphocalcique était utilisé seul. Un autre exemple dans le domaine du dentaire concerne le revêtement d'implants dentaires métalliques. Ceci a été développé notamment dans le cadre de la thèse de Camille Pierre, encadrée par Christelle Combe et Ghislaine Bertrand dans l'équipe. Et il a été possible de générer une méthodologie permettant de mettre au point une méthodologie de dépôt rapide et reproductible, permettant d'obtenir un dépôt d'apatite nanocristalline in fine. Alors, ces apatites, on peut y associer des ions biologiquement actifs, un certain nombre de biomolécules. Ici, c'est une étude qui a été réalisée avec l'Institut Fraunhofer IGB de Stuttgart. Donc, nous avons montré qu'il était possible, on a parlé de mobilité ionique pour ces apatites, on peut substituer les ions de surface ou d'ensemble par des ions ou partiellement par des ions conférant des propriétés biologiques. Par exemple, les ions ici argent. Donc ici, il faut bien voir que l'on a affaire à une échelle logarithmique. Donc on a une diminution drastique du nombre de colonies pour des apatites dopées en ion argent ou encore en ion cuivre. Alors en fonction des micro-organismes, on a une efficacité variable. Nous avons aussi montré la possibilité d'associer des enzymes antimicrobiennes à ces systèmes, permettant aussi d'avoir un effet antimicrobien au moins pendant les premières heures post-implantation. Il est possible également d'associer un certain nombre d'autres principes actifs. Ici, c'est l'exemple d'un antibiotique à large spectre qui est la tétracycline. Et l'intérêt, c'est qu'on peut contrôler assez finement le taux de charge, finalement, la dose associée à ces nanoapatites. Pareil ici, un autre exemple avec la doxorubicine qui est utilisée comme agent antitumoral. Donc là encore, possibilité, donc avec dans le cadre d'une association, d'une collaboration avec ISTEC en Italie, nous avons fait ces évaluations sur des apatites associées ou non avec des oxydes de fer qui permettent de conférer des propriétés superparamagnétiques à ces systèmes. Et nous avons montré l'efficacité antitumorale vis-à-vis de cellules d'ostéosarcome humaine. Alors, au-delà, pour dire quelques mots dans le domaine de la nanomédecine, puisqu'en fait, on a affaire à des systèmes qui sont analogues au minéral osseux, intrinsèquement biocompatibles, présents chez les vertébrés depuis des millions d'années, d'où l'intérêt peut-être de développer aussi, au-delà d'applications osseuses, d'autres applications dans le domaine de la nanomédecine pour exploiter cette très haute biocompatibilité intrinsèque de ces systèmes et réactivité de surface un petit peu modulable à la carte. Alors ici, c'est une image qui configure un peu les différentes stratégies qui ont été étudiées avec des apatites nanocristallines que l'on rend colloïdales grâce à un agent dispersant adsorbé en surface des systèmes de l'apatite et qui permet de conférer une stabilité additionnelle et d'avoir des entités nanocristallines individuelles. Alors, une mini review permet de rentrer un peu plus en détail sur cela, car je pense que le temps arrive à son terme. Juste quelques slides pour récapituler un petit peu les possibilités de ces systèmes. Donc, ces systèmes sont rendus colloïdaux pour avoir des nanoparticules individualisées. On peut les rendre luminescentes par combinaison avec des ions de l'anthanide, des ions europium, des ions terbium qui permettent d'avoir une luminescence dans le rouge, dans le vert. On peut associer à ces nanoparticules une possibilité de ciblage cellulaire, ce qui a été commencé à être initié ici dans le cadre de la thèse d'Ahmed Al-Khattan. Et nous avons également montré qu'il était possible d'utiliser ces systèmes pour, par exemple, la cryoprotection des globules rouges. Alors, c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons montré qu'en présence d'apatites, de nanoparticules colloïdales dans le milieu, nous avions une viabilité cellulaire des globules rouges en coprésence avec le tréhalose, qui est un agent naturel de cryopréservation, et bien d'augmenter jusqu'à à peu près 90% la survie cellulaire. En lien avec un certain nombre de partenaires, nous avons pu également développer
une approche de microfluidique avec des membranes phospholipidiques de synthèse. Et l'ensemble de ces résultats nous ont montré que les particules elles-mêmes restaient d'un côté de la membrane, mais permettaient la perméation transmembranaire de petites molécules telles que le trialose à travers la paroi des globules rouges. Et un titrage intracellulaire du trialose a montré en effet qu'en présence de nanoparticules, nous avions une augmentation très significative du flux de trialose en intracellulaire et qui allait de pair avec la viabilité cellulaire. Voilà. Donc, l'autre exemple et dernier exemple que je voulais mentionner, c'est des applications potentielles en dermatologie que nous avons développées avec ma collègue Audrey Tourette au laboratoire et dans le cadre de la thèse de Maëla Chouamé. Donc, nous nous sommes intéressés à associer des propriétés anti-acnéiques à ces nanoparticules, d'une part en stabilisant la taille, mais également en absorbant un antibiotique et des ions biologiquement actifs qui peuvent avoir des propriétés anti-inflammatoires et ou antibactériennes. Que nous avons pu réaliser un suivi de la perméation dans un certain nombre, à travers un certain nombre de membranes de synthèse, mais également biologiques, en particulier de l'épiderme, de peau d'oreille de porc. Et nous avons également exploré la localisation possible de ces particules. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, lorsque la drogue, on va dire, la molécule est simplement solubilisée dans une formulation galénique et mise en contact avec la peau, il peut y avoir une perméabilité épidermique assez importante et que l'on réduit très drastiquement cette perméabilité en associant la drogue aux particules pour avoir un effet topique, un effet de surface et limiter la perméation transcutanée de la drogue. Et c'est ce que nous avons également suivi ici, en couplant une approche d'histologie de microscopie confocale Raman et la luminescence de particules rendues luminescentes par dopage à l'ion europium, permettant de montrer une stabilisation de surface. Voilà, donc j'en ai terminé avec ces apatites nanocristallines. Au-delà des apatites, l'équipe s'intéresse cependant à d'autres systèmes phosphocalciques bioactifs, obtenus également par des voies de chimie douce, notamment la voie Sol-Gel ici. C'est une approche développée plus spécifiquement par Jérémy Soulier dans l'équipe, en développant non plus des verres bioactifs silicatés, mais des verres phosphatés, qui permettent de moduler potentiellement la réactivité intrinsèque de ces matériaux après implantation. Voilà, donc j'en ai terminé pour dire que ces apatites biomimétiques et ces phosphates de calcium nanocristallins, ils présentent une forte réactivité, mais ils sont aussi métastables. Si on veut les mettre en forme et les exploiter, il faut mettre au point des méthodologies basse température. Et il est également très important de caractériser finement ces systèmes pour pouvoir les distinguer par rapport à d'autres phosphates de calcium, par exemple, et pouvoir contrôler finement les propriétés. Donc, voilà, en gros, le message, c'est ne pas hésiter à interagir avec nous. Nous sommes une équipe de physico-chimistes, de pharmaciens galénistes et de cliniciens associés. Et voilà, serons heureux de pouvoir collaborer avec vous. Donc, nous remercions l'ensemble des collaborateurs de l'équipe et au-delà, et évidemment toutes les agences de financement. Et je vous remercie de votre attention.